sais pas, on est un peu une génération qui bouillonne et où il y a plein de choses qui se passent et enfin, je pense que petit à petit, on est tous et toutes, enfin, j'espère, en train de changer certaines de nos habitudes, en train de revoir un peu des façons qu'on a de vivre. Après, voilà, au niveau des rencontres, même au niveau du travail, au niveau de notre place dans la société, nous en tant que femmes et même les hommes en tant qu'hommes, eux-mêmes et en tant qu'hommes vis-à-vis des femmes, parce que c'est pas évident. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les « je m'en sortirai jamais »,« j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Avant d'être une invitée de ce podcast, Laura Olivieri est une amie. On s'est rencontrés sur les bancs d'école d'art et depuis elle n'a cessé de persévérer dans ce domaine si complexe qu'est l'illustration. Féministe engagée, cofondatrice de l'association MeToo à Lyon, elle est aussi designer textile et co-créatrice du CUNY Studio. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, de tenter des choses pour mieux rebondir et de s'investir à bras-le-corps dans des causes qui lui semblent justes. Entre le rapport au couple, le monde du travail et le monde qui va trop vite, tout simplement, elle se dévoile et on discute sur une multitude de sujets communs à la génération, notre génération des jeunes des années 90. C'est parti. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4, fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Laura. Salut Lucie. J'ai l'impression que ça fait vlogueuse. Salut les filles. Salut les filles. On est parti. Hello Laura. Alors tu me reçois à Lyon, où tu as donc emménagé il y a maintenant 4 ans. 4 ans, ouais déjà, parce que nous ça fait 6 ans qu'on se connaît. Mais je crois que ça fait 7 ans même. Oula, oui, 7 ans. On s'est rencontrés en école, une école de design, voilà, tout simplement, à Olivier de Serres. Et on a toujours bien gardé contact, et dans le sens où tu as quand même un parcours assez sympa. Et on va revenir dessus, puisque donc maintenant tu es à Lyon en tant que illustratrice, mais designer textile. Et tu travailles où maintenant ? Alors depuis 1 an, je suis salariée chez Kenzo Kids, à Rieux-la-Pape, une ville très connue de la région. Voilà, où du coup je suis graphiste textile, donc c'est-à-dire s'occuper de toute la partie imprimée, placée, enfin visuel, logo, et moi je vais plus être on va dire graphiste exécutante, où je vais préparer toutes les fiches produits des vêtements pour qu'ils soient faits, toutes les mises au rapport, voilà, les choix des pantones, ce genre de choses. Et toi, tu as à l'origine un parcours plus d'illustratrice, et tu t'as plus bifurqué dans le textile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la mode, c'est toujours un truc qui m'a intéressée, parce que déjà, en 6ème, je dessinais plein de nanas avec des tenues de ouf, et je me voyais trop styliste. Après, j'ai fait un stage en 4ème dans une marque, et en fait, ça m'a complètement refroidi. Je me suis dit, mais c'est affreux ce milieu, tout le monde est super méchant et tout, je veux pas faire ça. Donc moi, j'ai continué à avoir un peu mes idées de dessin, et quand j'étais en prépa, du coup, ma première année à Paris... moi, je voulais vraiment faire de l'illustration, mais j'avais quand même une prof, je me rappelle, qui me disait « Ah, mais le textile, quand même, ça tirait bien. » Et du coup, c'est une idée qui est toujours restée un peu dans un coin de ma tête. Finalement, après moi, l'illu, c'était vraiment mon objectif premier, mais quand même, quand on était en Mana ensemble l'année d'après, j'ai quand même passé aussi les concours pour rentrer en textile, et finalement, comme j'ai été prise en illustration... je suis allée en illustration, mais T'avais toujours cette envie en fait de revenir à la mode d'une certaine façon. En fait, disons que je pense que je suis quelqu'un qui a du mal à c'est pas vraiment enfermé, mais à rester dans un seul domaine et en fait, je suis assez éparpillée dans tout ce que je fais, et j'ai du mal à me dire que toute ma vie je vais faire la même chose tout le temps. Et c'est vrai que pour moi, je me voyais, le textile, c'était aussi une porte d'entrée
pour déjà avoir un travail stable qui me permettrait de dessiner et à la fois d'avoir un salaire et de faire de l'illustration pour moi à côté. Donc quand je suis rentrée en DMA à Renoir... DMA, c'est... Oui, c'est un diplôme des métiers d'art. Donc il y en a un peu pour tout. À la base, c'est plutôt des formations comme le vitrail, la céramique et tout. Mais du coup, l'illustration aussi. Et en fait, la première année, on doit faire un stage, comme en BTS, de 6 semaines dans une entreprise ou alors chez un artiste. Et moi, en fait, j'ai fait mon stage dans une petite boîte qui fait de l'accessoire et plutôt textile, objet. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ça, c'est un peu le moyen que j'aurais de pouvoir dessiner et en même temps d'être dans un cadre un peu pas forcément de livres, parce que c'est vrai que finalement, être illustrateur ou illustratrice, c'est quand même assez solitaire et moi, je suis pas quelqu'un de forcément très solitaire au quotidien. Donc bon, quand j'ai été dans mon année de diplôme à Renoir, je me suis un peu intéressée qu'est-ce que je pouvais faire après. Donc il n'y a pas beaucoup de portes de sortie, d'autres écoles pour continuer en illustration. Pour les connaisseurs, du coup, il y a Strasbourg, mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y avait pas d'autres écoles qui m'intéressaient vraiment. Puis c'est fermé quand même. C'est compliqué d'y rentrer. En plus, moi, ça faisait déjà 3 fois que j'ai été refusée, donc bon... Non, mais je parle même du milieu de l'illustration. Ah oui, non, c'est clair. En fait, c'est vraiment un milieu de réseau, quoi, donc c'est ça aussi qui me faisait un peu peur, parce que c'est vrai que quand on va un peu dans les vernissages, dans les galeries et tout, on voit souvent les mêmes personnes et tout, et c'est vrai que moi, ça m'effraie. Enfin, j'avais un peu peur de pas trouver ma place. Parce qu'en plus, j'avais l'impression que quand on regardait mon dessin, il y avait toujours un peu cet œil où, pas que je faisais du dessin commercial, mais toujours un truc un peu critique, dans le sens où ce que je faisais, c'était pas forcément hyper pertinent, ou que j'avais vraiment un univers à moi. Enfin, moi, j'ai toujours vécu un peu comme ça. Et du coup, ouais, j'avais vraiment peur de pas trouver ma place, de pas avoir un dessin assez singulier. Parce que ça se travaille, ça aussi. Ouais. Parce que moi, typiquement, tu le voyais bien, en mana, je dessinais pas autant que toi, tu dessinais bien mieux, sauf qu'il fallait vraiment développer son style, ce qui n'était pas évident. Et ça se travaille beaucoup. Toi, tu l'as perçu plus comme ça aussi, comme quelque chose qu'il fallait vraiment développer à fond Ben ouais, en fait je pense que là où je me suis un peu... En fait quand je suis arrivée à Paris, j'avais des bonnes bases en dessin, mais j'étais pas au niveau des personnes qui étaient autour de moi. Donc en fait je me suis vraiment concentrée, je pense, mes 2 années de prépa à progresser en technique. Et du coup je commençais à découvrir des illustrateurs qui me plaisaient. Et je pense que c'est là que j'ai commencé aussi à développer un peu un style. Mais je pense que en fait, j'ai essayé plein de choses parce que j'avais du mal à voir qu'est-ce qui faisait que vraiment ça c'était moi ou que c'était vraiment ma patte. Et je pense qu'encore aujourd'hui je suis un peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Enfin, j'ai des amis qui ont un style très très affirmé et je les envie un peu parce que tout de suite on reconnaît que c'est eux qui... c'est quelque chose que eux ont fait et du coup c'est ce qui fait que ça marche aussi. C'est ce qui fait que on va les solliciter pour faire des expos, pour illustrer des articles ou paraître dans des revues, parce que du coup tout de suite il y a un univers qui est tellement déjà dessiné. Et c'est vrai que pour moi ça c'est vraiment ce qui était compliqué, pour moi en tout cas, dans l'illustration. Au début, je pensais pas du tout aller à Lyon, parce que en fait j'étais déjà en grandissant, je voyais que Paris. Puis il faut dire que tu viens de... Je viens de Antibes, Tu donc nous as fait une belle carte de France. une belle région pleine de soleil, voilà. Et du coup, c'est vrai que moi en fait je pensais vraiment qu'à Paris, et en fait ce qui s'est passé c'est que mon frère a emménagé à Lyon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas Lyon en fait. Donc j'ai vu qu'il y avait les Beaux-Arts qui disaient. Que les Beaux-Arts avaient une section textile. Et je me dis, en fait, le textile, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé un peu. Je me dis, pourquoi est-ce que ma place, elle serait pas là en fait, aussi. Et du coup, j'ai passé les concours et donc je les ai eus. Donc je me suis dit, vas-y, je pars à Lyon. En plus, les Beaux-Arts, l'école, elle est trop belle. Il y a plein de grands ateliers. On peut. Tout de suite, je me suis dit, oh là là, ça va être trop chouette d'être vraiment. Dans un univers un peu différent que j'avais pas... les arts appliqués, c'est un peu comme ça, mais c'est quand même assez différent au niveau de... Je sais pas trop comment expliquer, au niveau de l'ambiance, au niveau de... c'est différent. Donc bon, là, c'était un peu...
chose nouvelle, quoi. Mais donc tu quittais Paris. Donc je quittais Paris, alors en plus c'était... En plus moi, en allant à Lyon, je me suis dit, bon, de toute façon, je viens à Lyon, je passe mon diplôme, et après je retourne à Paris et tout, je ferai pas ma vie là-bas et tout, c'est vraiment pas... T'étais catégorique avec ça. Ouais, vraiment, bah en plus, c'est vrai que quand j'ai quitté Paris, j'étais avec quelqu'un, et du coup, bah je pensais que j'allais passer mon diplôme, et après je reviendrais m'installer avec lui à Paris, et puis finalement, bah les choses ont fait que ça s'est pas du tout passé comme ça, qu'on s'est séparés la première année, et du coup, cette première année, c'était compliqué, parce qu'en plus... c'est vrai que moi je m'étais tellement fait mon cercle à Paris, j'étais vraiment bien, et du coup de tout recommencer, surtout dans une école où il y avait quand même une ambiance assez spéciale, où c'est pas évident de s'intégrer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se connaissaient d'avant et qui étaient pas forcément hyper dans l'échange et dans je sais pas comment dire, mais dans l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, des gens avec qui tu vas discuter pendant une soirée et que tu croises le lendemain qui vont faire comme si t'avais pas vu. Enfin, c'est quand même un peu spécial. Donc vraiment, première année, c'était trop compliqué. Et en plus à l'école aussi, ou avec mes profs, c'était pas forcément... j'avais l'impression qu'on se comprenait pas en fait, parce que moi, je voulais vraiment défendre mon côté illustration, où je voulais que ça prenne beaucoup de place dans mes projets. Et du coup, c'est vrai que finalement, je laissais pas beaucoup de place au textile. Parce que oui, en fait, à Lyon, c'est vraiment spécialisé dans le motif. Et on n'a pas du tout on n'a pas vraiment une approche textile pure, comme il peut y avoir dans d'autres écoles en France. Donc pour moi, c'était vraiment le bon compromis, parce que c'est vraiment du dessin appliqué au tissu. Mais pour autant, moi, en fait, je pensais qu'au dessin et je pensais pas au tissu. Et ça, je l'ai compris après. Et je pense que quand j'ai compris ça, ça a complètement twisté... mon envie de faire ça en fait, parce que je me suis rendu compte, mais en fait le textile c'est génial quoi, c'est juste que moi je voulais pas le voir, et c'est tout un univers à exploiter et à utiliser et tout, et je peux autant dessiner que... En fait c'est pas juste un support, c'est vraiment... ça peut prendre part entièrement au dessin en fait. Et c'est ce que tu fais en plus, puisque au-delà de ton travail... Oui. Alors du coup, depuis... Je finis pas mes phrases, mais... Oui, non, mais parce qu'on se comprend en un regard. Et du coup, ça fait depuis 1 an et demi qu'avec une amie, du coup Camille, qui a déjà illustré ce podcast en plus. Oui, qui a illustré Vincent, épisode 5. Voilà. Et toi, Laura, tu as illustré Amélie, épisode 1, faut le savoir. Hein. Tout à fait, voilà. Et oui, en fait, Camille, on se connaît depuis la prépa, en fait, et on a toujours eu cette envie de faire des choses ensemble. En plus, on s'entend très très bien à côté. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai mes amis de Renoir qui ont repris le spin-off à Angoulême. Donc le spin-off, c'est toute la partie indépendante du Festival de la BD. Ce qui consiste en fait à inviter et à faire participer du coup des collectifs et des artistes qui seront pas forcément très connus, ou alors qui ont pas été édités dans des grandes maisons encore, ou ce genre de choses, ou même certains qui sont édités dans des grandes maisons d'édition mais qui quand même souhaitent avoir un stand où ils vendent un peu leurs trucs. Et du coup, je lui ai dit, mais vas-y, ça te dit qu'on postule et tout, ce serait trop chouette qu'on puisse faire des trucs ensemble. Et c'est vrai qu'en lui proposant ça, je me disais pas forcément que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais donc du coup, on a été sélectionnés, donc on était super heureuses et tout. Et du coup, là, tout de suite, il a fallu qu'on se trouve un nom. Donc on a galéré pendant plusieurs semaines, on disait, mais comment on va s'appeler et tout. Et puis finalement, un jour, elle m'envoie un texto, elle me dit, Cuny. Genre Cuny avec un K et tout, et je disais putain mais oui, genre c'est exactement ça. Cuny Studio. Cuny Studio, voilà, parce qu'en plus on voulait un truc, parce qu'on savait qu'on voulait quand même faire un peu des dessins un peu érotiques, pour dire ça, un peu coquins, voilà. Et du coup on cherchait un nom qui soit à la fois empreint de ça, et enfin un truc un peu impertinent, et aussi... Puis ça claque. Tout simplement ça claque, voilà. Et en plus voilà, dans une mouvance féministe, et en plus on s'est rendu compte après que Cuny ça veut dire pays en japonais, donc on a quand même l'explication. P ou pays? Pays. Ah, pays. Non, pays. Non, un pays, donc du coup on a quand même l'explication officielle pour les gens un peu, voilà. Pour les japonais. Pour les japonais, ou voilà, pour les enfants, ou voilà. Du coup, là, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on a fait, ça a hyper bien marché. Qu'est-ce que vous faites à Cuny Studio? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se demande bien qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire à Cuny Studio? En fait, on fait des motifs
et des illustrations. Du coup, c'est vrai que Camille, elle est vraiment graphiste, DA et illustratrice. Qu'on salue d'ailleurs, coucou Camille. Qu'on salue, voilà. Et du coup, elle a vraiment ce côté... ses connaissances, déjà elle a fait toute l'identité visuelle de la marque, elle a en plus un côté très carré où elle est Vous très avez des pro. styles complètement différents. En fait c'est ça, on a des styles différents mais bizarrement on dessine beaucoup à deux et les gens n'arrivent pas forcément à voir qui fait quoi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'on s'adapte aussi l'une à l'autre mais en fait on est hyper complémentaires et c'est ça qui fait que ça marche bien. Et du coup, moi, j'avais tout le côté textile. En plus, je fais de la couture aussi. Donc là, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse à la fois des objets et de la papeterie. Donc du coup, on a fait des motifs qu'on a appliqués à des carnets, des petites pochettes. On a fait un poster qu'on a dessiné à deux, qu'on a imprimé en sérigraphie. Donc vraiment, c'est... En textile, vous avez pas mal de choses aussi. Ouais, c'est ça. Textile, du coup, la première année, on avait fait juste des pochettes et des petits paniers. Là, cette année, on a aussi fait des foulards en coton. Mais c'est vrai qu'on a plein Des d'idées. sacs à pain. Des sacs à pain, voilà. Des sacs à pain Gros de succès sur les sacs à pain Angoulême d'ailleurs, je tiens à préciser. Et voilà. Et du coup, après ça, on s'est dit, mais en fait, ça marche trop bien. En fait, il faut qu'on. Qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Donc, c'est vrai que là, tout de suite, on a une amie de ma mère qui est à Antibes, qui travaille à l'office de tourisme. Elle a organisé un salon de design en octobre et elle nous a contacté en fait pour qu'on postule, pour qu'on ait un stand là-bas et je pense que c'était vraiment ce salon-là qui était un peu le tournant de ce qu'on voulait en fait parce que c'était quand même un salon, il fallait remplir 9 mètres carrés. Donc 9 mètres carrés de stand, c'est énorme en fait, surtout quand nous on avait juste à Angoulême, on n'avait qu'une table et tout, donc ça nous paraissait... Il faut trouver le temps de faire tout ça. Faut trouver le temps parce que du coup, moi je suis salariée, je suis à 39 heures par semaine, donc voilà, c'est pas évident. Plus toutes tes autres activités qu'on reviendra dessus, voilà. Mais c'est vrai que ça commence à être assez grosse comme activité là, le CUNY. Le CUNY là prend de la place vraiment. Et du coup, et Camille, elle est freelance, donc en plus l'année dernière elle avait beaucoup de boulot aussi. Donc c'était très compliqué pour nous de concilier, mais finalement on a quand même trouvé le temps. Et c'est surtout que le défaut qu'on a toutes les deux, mais c'est peut-être notre qualité aussi, c'est qu'on travaille beaucoup dans l'urgence. Et donc en fait on a préparé ce salon en un mois, voilà. Donc comme beaucoup dans le monde de la créa, on travaille beaucoup sous pression quand même. Hein. Ah ouais, non mais c'était chaud. Non, j'exagère, en 2 mois, parce qu'on a fait d'abord les dessins et puis après il a fallu faire toute la confection, donc je sais pas... Donc Camille, elle s'est occupée de massicoter tous les carnets à la main, tout agrafé, machin. Elle a imprimé les posters, et moi j'ai fait des petites pochettes que j'ai cousues. Voilà, ça, c'était horrible. Je rentrais, je travaillais et tout. Je travaillais, je sais pas, genre 60 heures par semaine pendant 3 semaines. Bon, ça va, c'était pas le bout du monde non plus, mais on a réussi en tout cas à tenir notre pari et notre stand il était trop bien. Et ça a hyper bien marché et du coup on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas que du succès auprès des gens du milieu, mais là c'était vraiment des mamans, des mamies, des papis, un public hyper large. Ouais, voilà, un public large et vraiment différent, pas du tout initié au monde de l'ILU, au monde un peu de la création quoi. Du coup c'était super comme expérience. Après, comme c'était un salon autour des arts de la table, nous on a fait vraiment comme les sacs à pain, des produits qui étaient un peu adaptés à ça, mais donc on s'est dit qu'on voulait pas non plus s'orienter là-dedans après. Mais bon, là, comme tout le monde nous a dit, mais qui vous êtes, mais où est-ce qu'on peut acheter en ligne et tout, là, du coup, on a commencé à faire des démarches pour avoir notre site, pour avoir notre e-shop qui normalement est censé marcher en ce moment parce qu'on a eu des petits soucis, mais voilà. D'ici que l'épisode soit sorti, il y a moyen que de toute façon ça marche. Okay, très bien. Et du coup... Mais c'est quoi maintenant l'objectif ? Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir notre entreprise. Donc là, on est vraiment plus dans des démarches où là, on va avoir rendez-vous bientôt avec un incubateur qui va nous aider un peu à peaufiner, j'exagère un peu, mais parce que c'est plutôt nous aider à mettre en place voilà, notre activité, notre business plan, parce qu'en plus c'est vrai que comme on est toutes les deux du milieu de la créa, on n'a pas du tout de connaissances en commerce, en communication, en marketing. Ah ouais, là ça va complètement changer. Donc là du coup il faut qu'on fasse de la veille concurrentielle, qu'on voit un peu ce qui se fait autour, même si on le fait déjà un peu. Et je te coupe, mais
par exemple, c'est ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence, que ça t'inquiétait de raconter tout ça, puisque par rapport à certains épisodes qui, eux, avaient déjà monté tout ça, moi, je les interviewe après. Ouais. Mais justement, là, moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu sois à un début de plein de choses, et honnêtement, est-ce que ça t'effraie ? C'est quoi, en fait, le sentiment que t'as ? En fait, je pense que je suis assez excitée parce que c'est vrai que c'est... Je pense qu'aussi, on est une génération, je pense que toi aussi, parce que je te connais, mais où on est hyper motivé pour faire nos trucs, on a envie de travailler pour nous, en fait, on n'a pas envie de passer 30 ans dans une boîte qui va être hyper ingrate avec nous, qui va pas reconnaître la valeur de ses employés, qui va pas nous permettre d'évoluer à notre juste valeur et tout, et je vois autour de moi ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus à avoir cette énergie, à avoir cette envie de travailler pour nous, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'ai vraiment hâte du moment où on aura notre bureau, on aura nos stagiaires, on en parle beaucoup, mais non, je rigole. Tu serais parfaite en maître de stage. Maître de stage, mais d'avoir vraiment notre endroit à nous, en fait, où du coup, on peut décider de tout. Si on veut mettre cette couleur-là, on la met. Si on veut faire ce dessin-là, on le fait. Après, bon, c'est sûr que voilà, le marché du travail fait qu'on peut pas non plus, si on veut survivre et être un peu pérenne, il faut qu'on soit aussi à l'écoute de ça. Donc on peut pas non plus avancer les yeux fermés et faire tout ce qu'on veut. Faut quand même être un peu sensible à ce qui se passe autour. Mais bon, rien que, en tout cas, d'avoir une ligne, de vouloir dire les choses qu'on veut dire et tout, et de pas... Parce qu'en plus, avec Camille, nous, on a quand même une envie de faire, comme on est très engagés, même pour le climat, de faire quelque chose... parce que le milieu du textile, aujourd'hui, c'est tellement le numéro 2 des gros pollueurs... que nous on veut pas en fait juste rentrer là-dedans et se dire trop bien, on monte notre boîte, on va tout faire en Chine, qui plus est peut-être par des petits enfants, et puis du coup comme ça on va se faire un max de profit et tout, c'est pas du tout l'idée. Oui, l'idée c'est quand même de gagner ta vie, mais d'une certaine façon aussi, ouais, qui toi te fait respecter tes valeurs et ce que t'as envie de montrer. Oui, c'est ça, c'est vrai que nous on a un peu l'avantage, moi honnêtement, si je gagne pas, l'argent c'est pas un enjeu pour moi en fait. J'ai envie de pouvoir subvenir à mes besoins, voilà. Mais après j'ai pas envie je veux pas créer une entreprise dans le but de devenir super riche et de pouvoir amasser plein d'argent et pouvoir mettre des actions partout. C'est pas trop le but là. C'est vraiment créer une entreprise qui soit éthique, qui est respectueuse de l'environnement, où du coup on veut vraiment faire du 100% made in France. Donc en plus dans le textile c'est quand même assez compliqué aujourd'hui, même si y a beaucoup de choses qui se réouvrent, donc je pense qu'il faut vraiment être à l'affût de ça aussi si on veut se lancer. Et du coup aussi choisir des matières qui soient pas... parce que c'est vrai qu'on va parler du coton, mais le coton c'est un peu affreux en fait, parce que ça demande beaucoup d'eau pour le blanchir, c'est super polluant en fait. C'est pas, on voit ça comme un truc un peu noble, salé en tant que matière, mais après, pour l'environnement, c'est vraiment pas terrible. Donc il faut se tourner. Par exemple, le lin, c'est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Donc en France, il y a des boîtes qui en proposent et dans lesquelles c'est possible de faire ça. Donc après, nous, notre enjeu, ça va être vraiment comment faire pour créer une entreprise qui soit à la fois rentable un minimum pour qu'on puisse en vivre et en respectant ces valeurs-là, parce que même pour la confection, nous, c'est hors de question qu'on aille faire ça au Portugal aussi. C'est vraiment... et comme on sait qu'on va pas pouvoir faire tout nous-mêmes pendant des années, parce que c'est quand même compliqué, il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là. Donc là aussi, dans ces prochains mois, on va être à la recherche aussi de tous nos lieux de développement et de production, en fait. Donc là, dans la région, c'est vrai qu'à Lyon, on a de la chance parce que c'est vraiment un endroit... c'est un peu le berceau du textile en France, quoi. Après, même si le lin, c'est plutôt dans le nord, mais il y a quand même des choses ici, donc même pour l'impression, donc voilà, c'est hyper excitant en fait ce moment où il y a un peu tout à faire, et en même temps, nous, plus on avance et plus on a une idée précise de ce qu'on veut faire, et on est trop motivés par ça, et en plus on a trop envie de travailler ensemble, donc c'est... Ouais, moi j'ai bien hâte de voir tout ça, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et l'épisode sortira... courant juin, mais même je sais qu'à partir de juin il n'y aura pas encore tout ce que tu es en train de dire, et c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait ce qu'il y a derrière ce studio, tout cet engagement. Moi je le sais parce qu'évidemment on se connaît, mais c'est important que tu dises tout ça, puisque c'est quand même la base aussi de ce que vous êtes avec Camille, des nanas entières. Des nanas bien entières. Et complètement, oui c'est ça, engagées, puisque
au-delà de ça, tu es aussi quand même, et il faut pas le négliger, puisque tu passes beaucoup de temps sur d'autres projets que l'illustration, tu es cofondatrice de l'association MeToo Lyon. Oui, alors en fait, c'est une association qui existe depuis 1 an. En fait, donc suite au mouvement, à l'affaire Weinstein et au vague de hashtag, il y a eu plein de rassemblements en France, donc notamment à Paris, il y avait un événement sur Facebook, et moi quand j'ai vu ça, j'ai fait mais faut trop... En fait, déjà pour resituer un peu, j'ai pas... Même si je me suis toujours sentie féministe, c'est vraiment quand j'ai fait mon projet de diplôme à Lyon que ça s'est vraiment confirmé, parce que j'ai travaillé vraiment sur l'image de la femme et la perception qu'on a, l'obsession de l'apparence et les injonctions de beauté qui sont imposées aux femmes en fait depuis qu'on est petite. Et du coup c'est vraiment ça, une année où j'ai fait plein de lectures, où j'ai découvert vraiment ce milieu, que je me suis dit mais en fait j'ai compris plein de choses sur moi, des mécanismes que j'avais et qui me rendaient malheureuse aussi parfois. T'as des exemples là comme ça avant qu'on vienne sur oui, non, c'est l'asso vrai. Non, par exemple par rapport au poids, est-ce que on est tellement de filles à se préoccuper de notre poids, à paniquer quand on prend 1 ou 2 kilos, à se regarder dans le miroir, à se pincer les cuisses pour voir si on a de la cellulite, c'est n'importe quoi de faire ça. Et le problème c'est qu'on fait ça, et en fait comme on en parle entre nous, on a l'impression que c'est une normalité et qu'il faut être comme ça, mais en fait c'est pas... là, je vous recommande le livre Beauté fatale de Mona Chollet, parce que c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux. Et plus je lisais, et plus je me disais, mais putain, mais ça je le fais, et ça je le fais, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi je me suis laissée avoir comme ça. C'était un sujet sensible à un moment pour toi. Bah oui, non, c'est ça. Même si moi j'ai jamais eu de troubles alimentaires ou de choses comme ça, mais c'était vraiment un truc qui prenait beaucoup de place dans ma vie, qui était une obsession. Et qui me pesait vachement, alors que vous avez senti le jeu de mots, voilà. Du coup c'était franchement ça devenait oppressant, ça devenait hyper oppressant, et même pour les autres, on en parlait à l'époque, même pour les autres c'était chiant. Ma meilleure pote avec qui j'habitais à Paris, je sais qu'elle en pouvait plus, parce que je lui en parlais tout le temps. Je lui dis putain, j'ai entendu parler de ce régime, ce machin, tu connais et tout. Elle me disait mais putain, mais ta gueule, en fait j'en ai rien à foutre de tes régimes là. Pourquoi je n'arrive pas à avoir la même silhouette qu'elle? On vient toutes les deux chaque semaine. Elle doit faire confiance à un expert. Avec Lipoféine Expert, découvrez le programme minceur à la piperine active. J'ai jamais eu de problème de surpoids ou de sous-poids, non, clairement pas. Donc c'est vraiment... et le pire c'est que là, quand je vois autour de moi, mais j'ai l'impression il n'y a pas beaucoup de filles qui n'ont pas été concernées par ça en fait. Et même encore aujourd'hui, des amis que j'ai que je vois tenir ce genre de propos, je les reprends, je dis mais les filles, il y a un moment où il faut arrêter de... on est très bien comme ça, il n'y a pas un modèle de beauté, il n'y a pas un modèle de minceur, c'est de corps en fait. C'est vrai que c'est assez constant. Ah ouais. Là, pas mal aussi, là, d'ici là, beaucoup d'épisodes peut-être seront aussi sortis. Il y en a beaucoup qui en parlent aussi de ce rapport au corps en tant que nana, en tout cas. Ah ouais, non mais franchement, c'est super compliqué, et c'est vachement difficile d'en sortir et de pas en re-rentrer non plus en fait, parce que c'est vrai que moi là, j'ai réussi à me réconcilier avec ça. Mais bon, quand t'as autour de toi des personnes qui vont te dire ah putain j'ai grossi, ou ah faut que je fasse attention, c'est bientôt l'été et tout, malgré tout c'est vraiment un travail sur soi à faire, de pas replonger, de pas replonger là-dedans, de pas dire putain bon je vais recommencer à me peser 2 fois par jour et à voir si j'ai pas perdu 500 grammes, au bout d'un moment faut arrêter de déconner quoi. Mais ouais. Est-ce que t'as eu l'impression que le fait d'arriver à Lyon, d'avoir aussi une complètement nouvelle vie, puisque c'est là aussi que tu as commencé à vraiment t'engager dans cet asso, où on en parlera du coup après, parce que là on bifurque un peu, mais c'est quand même, je pense, important d'en parler. Est-ce que le fait aussi de changer de cadre, de changer de tout ça, même si quand t'arrivais à Lyon, tu l'as dit, c'était pas forcément l'endroit où t'étais le plus à l'aise, est-ce que ce rapport au corps s'est fait aussi peut-être plus de façon... pas plus douce, mais on va dire plus un déclic une fois que t'avais quitté la vie parisienne? Je pense que le déclic, c'était pas tellement l'arrivée à Lyon, mais c'est que déjà j'ai commencé à faire beaucoup de danse. Et à un moment je me suis dit, pourquoi en vouloir autant à mon corps qui me permet de faire autant de choses, c'est un truc un peu... je pense qu'il y a tellement de... en fait, on ne se sent pas assez privilégié pour tout ce qu'on a, mais au bout d'un moment, si on est capable de marcher, de courir, de danser, de chanter, de faire tout ce qu'on peut faire, juste ça, en fait, déjà, ça devrait être
on devrait se sentir chanceux et chanceuse en fait d'être... Et je pense que déjà, le fait d'avoir trouvé... Enfin bon, j'ai toujours dansé, mais là vraiment d'avoir découvert un univers, parce que j'ai commencé le hip-hop beaucoup... ici, un univers qui était hyper nouveau pour moi et qui m'a tout de suite... je me suis mis dedans à fond. Déjà, ça m'a aidé, je pense, à passer cette année un peu compliquée. Et en plus, déjà... je pense que j'ai commencé à me réconcilier avec mon corps à ce moment-là. Et ensuite, j'ai commencé du coup tout mon travail de diplôme et mon mémoire sur cette obsession de l'apparence, sur le féminisme. Et là, toutes les lectures que j'ai lues, que je pourrais passer à Lucie pour qu'elle les mette en bio, parce que c'est vraiment... Ce sera fait. Voilà. Ça m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis dit, mais tout ce temps que j'ai perdu, quoi, toute cette énergie que j'ai perdue pour un truc qui est absolument pas intéressant et qui m'a rien apporté, en fait. Et je pense que déjà ça c'était vraiment une révélation et c'est vraiment je pense un moment de ma vie où je sens que j'ai grandi et du coup là petit à petit ça a commencé à prendre beaucoup de place pour moi et donc après il y a eu cette vague de hashtags donc là bon c'est vrai que les hashtags c'était plus en lien avec les violences sexuelles donc c'était pas mais c'est forcément un lien au corps bon après même s'il est pas pareil mais quand j'ai vu ça et je me suis dit mais en fait faut que je fasse quelque chose, je peux pas avoir maintenant ressentir cette ferveur et cet engagement et genre ne pas agir. Donc j'ai vu qu'il y avait cet événement à Paris, donc je me suis dit il faut en faire un à Lyon et là j'ai vu que... Le MeToo. Voilà, le MeToo dans la vraie vie. Et là j'ai vu que d'autres personnes étaient intéressées par ça, donc en fait on s'est ajouté sur Facebook, on se connaissait absolument pas et en fait on a créé cet événement ensemble. Et là on s'est réunis, on a tout organisé en 10 jours, c'était un truc de fou. Heureusement qu'il y avait dedans des personnes qui étaient déjà un peu dans le milieu militant, qui savaient un peu quoi faire, appeler la préfecture, contacter la mairie, les barrières, les barnums, machin, parce que moi j'étais complètement aux fraises, j'y connaissais rien. Ouais, tu t'es laissé embarquer. Ouais, complètement. Après du coup c'était contacter la presse, écrire un communiqué de presse, organiser, contacter les gens, c'était vraiment un truc de fou, ça m'a pris tout mon temps pendant 10 jours. En plus j'étais en stage la journée donc c'était compliqué. Mais du coup c'était génial et en fait cet événement était tellement réussi parce qu'il y a eu presque 1000 personnes qui sont passées sur la place Bellecour à Lyon pendant cette journée. Qu'on s'est dit avec les personnes, les filles avec qui on organisait ça, mais il faut qu'on fasse quelque chose en fait. Donc on a continué à se voir et petit à petit en fait on s'est créé en association. Donc on est un collectif, donc on tient vraiment à ce que ce soit horizontal, qu'il n'y ait pas de poste attitré, qu'il n'y ait pas de personnes au-dessus des autres, voilà, de hiérarchie. Et du coup on organise des conférences et on a des permanences d'accueil et des groupes de parole pour les femmes victimes de violences, pas forcément des violences sexistes ou sexuelles, donc ça peut être du harcèlement au travail, dans la rue, ça peut être un viol, ça peut être une agression sexuelle, vraiment tout type de violence. Voilà, parce qu'en fait à Lyon il y a des structures mais il y a beaucoup d'assos qui vont, il y a quelques assos qui vont plutôt s'occuper des violences conjugales ou alors de l'inceste mais il n'y avait pas de... nous notre place en fait elle était plus dans un mouvement plus global en fait, où nous aussi on pouvait permettre aux femmes si elles avaient une demande spécifique de les réorienter, donc en fait ça a été tout un travail que mes comparses ont fait, de rencontrer toutes les assos, de vraiment créer un lien en fait, et du coup là aujourd'hui on est quand même bien installé dans notre... dans le milieu, parce qu'on connaît bien la plupart des autres assos, on organise, on organise les manifs avec elles, donc ça fait du bien d'être reconnu autant, alors que c'est vrai qu'on est super jeune et que la plupart des assos, comme le planning familial ou des choses comme ça existe depuis tellement longtemps. Et là, on voit, ça avance encore parce qu'on est de plus en plus de bénévoles et plus on va avancer et plus on va pouvoir faire de choses aussi. Donc là, le dernier événement un peu fou, c'était notre conférence le 13 avril, où du coup on a quand même réussi à faire venir Camille et Justine, qui sont des youtubeuses pour ceux et celles qui les connaissent, qui sont vraiment hyper drôles, donc je vous conseille d'aller voir aussi ce qu'elles font, qui ont accepté de venir, on a réussi à avoir une super salle, donc c'est petit à petit en fait ça avance et ça va toujours plus loin, donc c'est vrai que nous ça nous... Oui, toi ça t'épanouit aussi là-dedans, mais ouais. ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, ouais, donc c'est vrai que là ma charge mentale elle est un peu compliquée des fois, c'est un peu stressant de devoir gérer beaucoup de choses,
parce que c'est vrai qu'entre le boulot, le CUNY et l'asso, c'est un peu stressant et du coup il faut toujours envoyer des mails. En fait c'est pas tellement que tous les jours je vais avoir beaucoup de choses à faire, mais il faut penser à tout et c'est ça en fait qui est vachement fatigant aussi. Donc voilà, c'est pas évident à gérer, mais après de toute façon j'ai toujours été un peu... Enfin j'ai toujours été habituée, je pense grâce à mes parents aussi, à faire beaucoup de choses et à m'investir dans beaucoup de choses. Donc après moi je pourrais pas faire autrement maintenant et je me dis bon, si j'arrêtais tout et que je travaillais juste, je pense que je finirais alcoolique à les boire des coups tous les soirs, donc ce serait pas forcément mieux, mais voilà. Nous, on n'est pas, enfin, et typiquement, tu le sais aussi, on n'est pas, enfin, je parle pour moi, on n'est pas le genre de personne à justement s'arrêter à une seule chose. Et je pense que tu l'as très bien résumé aussi tout à l'heure. On est bah, justement un genre de, enfin, cette génération qu'on est, on a envie de faire plein de choses aussi par nous-mêmes et pas s'arrêter à justement rentrer dans une boîte et peut-être y rester jusqu'à la fin de nos jours. Ah ouais, mais c'est clair, mais en plus quand je vois dans ma boîte certains employés qui sont là depuis super longtemps et qui sont payés au lance-pierre, tu dis, et qui sont même pas reconnus dans leur travail et tout, tu dis mais au bout d'un moment, faut... Enfin là, bon après peut-être ça part un peu loin et tout, mais je pense que c'est vraiment presque toute la société qu'il faut revoir en fait, parce que le capitalisme ça a fait tellement de dégâts aujourd'hui, et puis même si bon, je dis pas... je pense que c'était déjà présent avant aussi, mais... Non, mais c'est vrai qu'on vit dans une société de consommation. Enfin, ouais, tout est basé sur ça. Mais oui, et là, je vois, là, d'être dans une grosse entreprise, on est vraiment centralisé autour de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, comment on fait pour... En fait, c'est vraiment l'idée de comment on fait pour gagner beaucoup d'argent et que ça nous coûte le moins cher possible. Donc ça nous coûte le moins cher en coût de production, en coût d'employés, en fait, tous les acteurs, tous les éléments, en fait, il faut vraiment gagner de l'argent partout pour en gagner plus derrière. Mais cet argent, en fait, il va pas... cet argent, il va pas dans les bons endroits, en fait. Le problème, il est là, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de boîtes, parce que là, on voyait dans les documentaires de Élise Lucet, quand elle était allée chez Free, et... c'était horrible. Quand tu vois les conditions de travail, bon, après, heureusement, c'est pas du tout comme ça, mais je pense que c'est juste... aujourd'hui, on a juste envie de reconnaissance, en fait, et de pas... je pense que peut-être qu'on est un peu trop pressé et qu'on veut tout de suite arriver à un certain poste, peut-être à un certain salaire, mais au-delà de ça, je pense que certes, on a peut-être moins la patience que nos parents ont eu au même âge, mais en même temps, peut-être qu'on a aussi la lucidité de voir que c'est peut-être pas comme ça en fait qu'on va réussir à être épanoui au travail. Et je pense que le travail, ça doit pas être une corvée en fait, parce que je vois pour moi cette passion qui m'anime et cette l'envie que j'ai de faire des choses et tout. Je pense que bon, même si on peut pas toujours être au top en allant travailler, mais je pense qu'il faut quand même un minimum trouver quelque chose qui nous plaît et pour lequel on a envie de se lever le matin, parce que là c'est terrible sinon de juste travailler pour gagner de l'argent et que en gros ta vie elle s'arrête du moment où tu vas travailler jusqu'à ce que tu rentres chez toi, et ta vie elle commence quand tu rentres chez toi. En fait, le travail c'est tellement important, et en plus surtout en France, malgré ce qu'on dit, on est quand même un pays où les gens travaillent beaucoup. Il faut quand même que ce soit épanouissant, parce que sinon après je vois pas comment tu peux être épanoui après dans ta vie si t'es pas épanoui dans ton travail un minimum. Et après encore faut-il avoir le déclic, puisque oui, toi tu l'as eu, donc avec même ne serait-ce que toutes tes autres activités, ce genre même de stress, de charge, d'énergie, tout ce que tu emploies là dans tous tes projets que tu viens de dire, il y a des choses justement qui toi t'as besoin de faire pour justement décompresser, pour essayer d'évacuer en fait tout ce que tu dis là. Du coup je fais beaucoup de danse donc je pense que c'est un peu ça. C'est vrai que moi je pense que le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à prendre du temps pour moi, et le fait de rien faire ça m'angoisse beaucoup. Donc pour moi c'est impossible d'envisager un week-end où je n'ai rien de prévu. Donc il faut vraiment, j'ai toujours des espèces de petits plannings dans ma tête où je me dis bon là je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, et le soir c'est vrai que quasiment, on va dire 3 ou 4 soirs dans la semaine, je suis à la danse aussi, parce que c'est vraiment un moment que je fais pour moi, c'est une autre passion que j'ai, et un truc qui s'est développé aussi ces dernières années, et en fait je me suis rendu compte que voilà, moi je m'en fous un peu de rentrer tard et tout, ou de pas avoir mes soirées, parce qu'au final c'est vraiment un moment où moi je me sens bien et où je me sens heureuse aussi, et je pense que c'est hyper important d'avoir ça. Et puis en plus je pense que le sport c'est un truc qui est tellement important aussi dans la vie pour être bien et
pour décompresser, et je pense que c'est important de trouver, enfin pour moi en fait le sport c'est aussi un peu comme le travail, il faut pas que ce soit une corvée. Enfin, je pense qu'on peut aussi trouver, bon, même si c'est peut-être un peu, je suis un peu bisounours et tout, je suis un peu utopique, mais je pense qu'on peut trouver vraiment quelque chose qui nous plaît et dans lequel on se sente bien. Et je pense que déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un moyen de se réconcilier avec son corps et de voir un peu ses capacités aussi physiques, de voir jusqu'où on peut aller. Et c'est vrai que pour la danse, je pense que comme pour d'autres sports aussi, ce qui est hyper gratifiant, c'est que tu te vois progresser. En plus, moi, je me filme beaucoup, donc c'est vrai que je vois vraiment l'évolution, donc c'est hyper enrichissant pour moi aussi. Il faut dire qu'elle danse très bien, la Laura. En plus, Moi, je rigole pas en plus, enfin, je le dis sous un ton ironique, mais pas du tout. Moi, je trouve que c'est génial. bon, c'est gentil. Mais voilà. Enfin, du coup, ça. Et après, comme tout le monde, voilà, j'aime bien regarder mes petites séries. Bon, des fois, des séries un peu débiles que je ne citerai pas forcément, mais voilà. Et après, voilà, après, je sors beaucoup avec mes amis. C'est vrai que ça aussi. Est-ce que tu arrives à entretenir cette vie sociale, puisque typiquement, tu dis que t'as peur de la solitude, mais même sur le plan amour, hein, parce que c'est la même chose aussi. Hein. C'est vrai. Ma vie sociale avec mes amis va très bien. Voilà. Non, franchement, ça, j'arrive bien à tout gérer. Après, c'est vrai que je trouve que je pense que c'est peut-être que j'ai un peu un problème de... Pas d'ego, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une génération où c'est vachement compliqué de rencontrer quelqu'un aussi avec qui ça colle. Et je sais pas, peut-être que j'ai un peu tendance à tout analyser et tout, mais de par maintenant mon implication et mes lectures dans le milieu féministe, j'ai l'impression que plus les femmes avancent et plus on est indépendante. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont hyper différentes de déjà quand nos mères avaient notre âge. Moi je voyais mes parents qui pour le coup m'ont vraiment éduquée d'une façon égalitaire avec mes frères, où vraiment j'ai pas senti de sexisme dans ma famille. Mais malgré tout, moi j'ai plus vu ma mère faire à manger, s'occuper de nous, même si mon père s'est beaucoup occupé de nous aussi, c'est quand même... disons qu'il y avait quand même un schéma familial qui est, je pense, présent dans beaucoup de familles, que je tiens pas du tout à répéter. Et si un jour j'ai une famille, je veux dire, moi c'est hors de question que je fasse à manger tous les soirs, que je fasse le ménage et tout. Ça a complètement changé. Ouais. Du moins, ça tend à quelque chose de bien. J'espère. Moi je suis très optimiste, je pense que ça va changer. Je pense que ça, de toute façon ça peut pas, là, on avance tellement là surtout depuis 1 an et demi là, je pense que ça peut pas reculer en fait, parce que sur plein de choses on prend conscience, là je le vois dans mon travail parce que je suis dans l'enfant, mais il y a petit à petit, moi je le vois chez nous et même dans d'autres marques, Kenzo Kids. Ouais, c'est ça. Et quand on fait de la veille concurrentielle, que de moins en moins, il y a ce côté paillettes, rose, petite fille et bleu, petit garçon. Il y a encore ça, c'est là. Mais voilà, là, il y a des marques qui commencent un peu à faire de l'unisexe. Nous aussi, on a certaines pièces qui sont plus ou moins unisexes. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui... faut se préparer parce que ça va arriver. Là, je pense que dans... quand nous, notre génération, quand nous on aura des enfants, déjà, je pense que nous on n'a pas envie de préparer une chambre toute rose si on a une fille, ou toute bleue si on a un petit garçon, d'acheter des Barbies à la fille, d'acheter des petites voitures au garçon. Là, en fait, je pense qu'il faut être dans un truc inclusif où on ne doit pas assigner déjà un rôle à un enfant qui est même pas né, des fois. C'est ça qui est assez terrible. Et bref, et du coup, je m'emballe un peu. C'est ça, puisqu'en fait, il faut trouver quelqu'un qui soit en accord avec toutes ses pensées. Après, oui, c'est faisable, mais comme tu dis, dans nos grandes villes, c'est très compliqué de rencontrer des gens. En fait, c'est compliqué, et en plus, j'ai l'impression qu'on est une génération où... je dis beaucoup génération, mais... Parce que c'est vrai, moi, je trouve ça bien, en tout cas, puisque c'est général, en fait, on les partage, toutes ces pensées. Oui, c'est ça, et en plus, pas que moi, moi j'ai mes amis autour de moi, c'est... Oui, c'est pour ça, c'est général. C'est vraiment général, où il y a une espèce déjà de peur je pense, de l'investissement émotionnel qui est quand même assez forte, et je pense que aussi les mecs ont du mal à trouver leur place dans ce monde qui est en train de changer aussi, parce que eux ils ont grandi dans un modèle où malgré tout il y avait quand même c'est ça, voilà, un modèle de virilité où faut pas pleurer, faut pas montrer ses émotions, faut pas montrer ses faiblesses. Et ça, moi dans mes relations, c'est vraiment un truc qui a pris de la place parfois et qui était super compliqué. On sait pas communiquer en fait, parce que c'est vrai que nous en tant que filles, en tant que femmes, on apprend à parler en fait. Entre nous, même entre amis et filles, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de facilité à se raconter des choses hyper intimes
Et c'est ça qui fait que aussi, je trouve qu'on gagne vite en maturité et qu'on arrive Du moins à accueillir nos émotions. Voilà, c'est ça, juste à assumer ce qu'on ressent en fait et à pas avoir de problème forcément à le dire. Après, c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai pour moi et c'est vrai pour la plupart des personnes de mon entourage. Mais j'ai l'impression que la plupart des mecs, c'est très compliqué en fait, cette partie-là. Juste d'être en accord, que les paroles sont en accord avec les émotions en fait. Et je pense que ça, c'est un peu quelque chose qui pose problème et en plus du coup on sait jamais quoi faire, on a l'impression d'en faire trop et en fait peut-être qu'on n'en fait pas assez, des fois on se dit non mais en fait on se pose trop de questions, on interprète beaucoup les choses au lieu d'être de tout de suite être franc et de poser les questions, c'est de poser les questions directement et en plus, avec toutes les mêmes, par exemple les applications de rencontres et tout, on a tellement l'impression que la rencontre est facile, que on peut toujours rencontrer peut-être quelqu'un de mieux, ou alors que, je sais que moi j'ai vachement tendance à analyser ce que je ressens, comment est-ce que je me sens avec cette personne, et ça c'est vrai que c'est fatigant aussi, déjà de pas juste être dans la rencontre et tout, je suis pas non plus un robot, mais voilà, c'est vrai que tout de suite on va recevoir un message, on va dire mais qu'est-ce que ça veut dire ce message et tout, alors qu'en fait c'est juste salut ça va, c'est débile, mais bon, je pense que ça en fait c'est tout un ensemble de choses qui fait que je sais pas, on est un peu une génération qui bouillonne et où il y a plein de choses qui se passent et je pense qu'ils sont en train de se mettre en place et qu'ils sont en train de changer aussi. Et là, franchement, entre tout ce qu'on entend sur l'écologie, je pense que petit à petit, on est tous et toutes, j'espère, en train de changer certaines de nos habitudes, en train de revoir un peu des façons qu'on a de vivre. Après, voilà, au niveau des rencontres, même au niveau du travail, au niveau de notre place dans la société, nous en tant que femmes et même les hommes en tant qu'hommes, eux-mêmes et en tant qu'hommes vis-à-vis des femmes, parce que c'est pas évident. Donc voilà, après moi je reste quand même très optimiste et je pense que de toute façon le meilleur est à venir, même s'il se passe des choses affreuses, il se passe aussi des choses qui sont très bien. Et je pense qu'en fait il faut juste que chacun et chacune y mette du sien. Et c'est vraiment, ça peut pas être juste une poignée de gens qui vont, je sais pas, s'enchaîner aux arbres Oui, non, ça passe par c'est ça, ouais. plein d'étapes différentes. Et sinon, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une expérience qui, comme ça, te vient alors, c'est pas évident de choisir comme ça, là, de but en blanc, mais une expérience qui t'aurait marqué dans ton parcours, mais ça peut être aussi bien pro que pas du tout. Je pense que là, ces dernières années, ce qui a été vraiment assez incroyable pour moi, c'était en fait pendant mes études de Beaux-Arts, on a des stages obligatoires l'été, donc on devait faire 2 mois la première année, 2 mois la deuxième. Donc l'année de mon diplôme, avec une amie, une fille de ma classe, on voulait vraiment partir à l'étranger, mais aller un peu aux sources du textile. Donc à la base on cherchait en Inde pour faire de l'impression à la planche, mais on n'a pas trouvé. Et on est tombé par hasard sur le blog d'une nana française qui est partie en Argentine apprendre à tisser les techniques traditionnelles du nord de l'Argentine, vraiment plutôt proche de la culture indigène aussi. Donc on a réussi en laissant un commentaire et cette nana après nous a répondu et puis elle nous a permis en fait de partir là-bas. Du coup on a pu aller 3 mois en Argentine pour apprendre à tisser, c'était assez fou. Et c'est vrai qu'en plus moi, à part je faisais quand même pas mal du coup d'impression et de broderie à l'école, c'était vraiment mon premier rapport au textile un peu pur. Et c'est là aussi que je suis un peu tombée amoureuse de cette pratique et que je me suis dit que vraiment j'avais envie que ça fasse partie de ma vie, de ma vie pro en tout cas. Et du coup on était dans cette toute petite coopérative dans un patelin archi paumé. En fait c'était donc à Ukiah, c'est un petit village à côté d'un plus grand qui s'appelle Umawaka, qui est assez connu parce qu'en fait il y a beaucoup de montagnes avec des couleurs, si vous tapez sur internet vous allez trouver, c'est vraiment magnifique en plus, et du coup on était là tous les jours dans ce milieu, dans cet endroit un peu hors du temps où on tissait toute la journée avec des laines de lama et de moutons vraiment faites sur place, teintes sur place, tout était fait sur place, et on était hyper libre, on a dessiné notre tissage et on a choisi nos laines, on a monté nos chaînes, on a vraiment tout fait nous-mêmes et c'était vraiment
Enfin, vraiment, ça m'a... Quand je suis partie, du coup, pour rentrer en France, je me suis vraiment dit, mais... Enfin, je sais pas, moi, j'ai un peu cette idée que parfois, quand on voyage, il y a des pays où tout de suite, on se sent chez soi, et d'autres où on se sent pas chez soi. Je sais pas trop expliquer pourquoi, mais... Enfin, bizarrement, voilà, quand je suis allée à Berlin, j'ai adoré cette ville, mais je me voyais pas habiter là-bas, je me voyais pas... Enfin, je me sentais pas chez moi. Et là, dans cette petite région où il n'y a pas, enfin, à part vraiment les paysages qui sont incroyables, il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Enfin, si, il y a beaucoup de choses, mais enfin, c'est pas, disons que c'est pas la même ferveur que la ville, quoi. Je me suis vraiment sentie à ma place et j'aimerais vraiment pouvoir y retourner voir un peu tous les alentours et toutes les. Vraiment aller au bout de cette culture qui m'a vraiment touchée et vraiment plu, quoi. On va voir des motifs ou des choses comme ça qui viennent vraiment de chez eux, mais que nous on va retrouver dans les grandes enseignes et tout, et on se dit mais en fait c'est fou, en Occident on fait que piller toutes les cultures aux alentours et on va jamais vraiment réfléchir à ce qu'il y a à la source. On a un peu ces mots comme ethnique, voilà, qui vont un peu tout englober, et au final je trouve qu'on invisibilise vachement les cultures qui sont autour de nous et on leur rend pas trop hommage parce que... Enfin voilà, on va trouver quelque chose de joli et on va juste rester un peu fixé à cette esthétique sans vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière. Alors que par exemple pour eux, les motifs, bon c'est compliqué à expliquer par audio, mais les motifs qui sont en forme de triangle un peu, donc un triangle vers le haut ça veut dire le sexe masculin et un triangle vers le bas c'est le sexe féminin. Et du coup eux ils jouent beaucoup avec ça et c'est vrai que pour nous c'est des choses qui sont abstraites et auxquelles on va pas penser en regardant, mais en fait tout a un sens là-bas du coup c'est... Et c'est vrai que d'aller là-bas, ça m'a vraiment donné envie. Ben, on avait cette envie-là avant en Inde, du coup, d'apprendre à imprimer. C'est vrai que c'est un des pays où ça s'est vachement développé. On a aussi copié un peu cette technique. C'est arrivé en France, je sais pas, il y a environ 150 ans. Et il y a encore quelques entreprises qui le pratiquent. Mais c'est vrai que, surtout le textile, c'est quelque chose qui est tellement universel. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que même le tissage, qu'on aille, je sais pas, au Laos, au Cambodge, voir... la façon dont les gens tissent et en Amérique du Sud il y a des choses qui sont très très similaires et on se dit mais c'est fou comme ça, comme on arrive un peu bon parce que aussi je pense qu'il y a eu pas mal de mouvements dans ces pays, mais on arrive à des choses assez proches en étant complètement à l'opposé de la planète. Enfin, du coup je trouve ça assez beau. Est-ce que sinon, là maintenant qu'on a bien parlé, t'as quelque chose à ajouter, mais ça peut être des choses qu'on a pu déjà parler, que t'as envie en fait de rajouter quelque chose là-dessus, ou rien à voir dans tes envies futures, ou peu importe, là c'est libre à toi, honnêtement. Libre à moi. Du coup c'est vrai que j'ai quand même ces envies de voyage que j'aimerais bien. Voilà, j'ai très envie de retourner en Amérique du Sud, j'ai très envie de partir au Japon aussi, donc voilà, ça reste vraiment dans un coin de ma tête et j'aimerais bien voyager un peu, surtout que moi, pour moi, partir 2 semaines, c'est... Enfin, maintenant que je suis partie 3 mois quelque part, je me vois pas partir moins longtemps, je trouve que c'est compliqué de s'imprégner d'un pays où, sans rester un minimum de temps pour pouvoir parler avec les gens, les rencontrer, parce que je trouve que finalement, les gens... quand j'étais en voyage, je sais plus avec qui je discutais avec quelqu'un qui était que j'avais rencontré dans une auberge ou je sais plus, qui disait que finalement même si voilà les paysages sont magnifiques et même si tout est beau à un endroit, finalement ce dont on va le plus se rappeler c'est des moments qu'on a vécu avec les gens sur place, les gens qu'on rencontre et tout, et je trouvais que c'était assez vrai. Donc ça. Et après, dans mes projets plus perso, c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour dessiner pour moi. Et parce que je pense que j'ai un peu pas un genre de complexe, mais j'ai toujours eu un rapport un peu ambivalent avec ça, où comme en plus c'est devenu mes études, c'est toujours un truc que j'ai associé au travail, alors que du coup maintenant que je dessine plus dans mon travail, j'ai un peu perdu ça, donc c'est plutôt chouette finalement. Et du coup j'aimerais bien revenir un peu à la BD aussi et là j'ai commencé un peu à gribouiller des trucs pour parler un peu de
de mon vécu, de certaines histoires que j'ai vécues, et un peu, je pense, une approche un peu assez militante et féministe, de par voilà, mon expérience associative et même voilà, toutes les recherches que j'avais faites pour mon diplôme, parce que je trouve qu'il y a, en ayant un peu de recul maintenant sur certaines de mes histoires, il y a des choses qui s'inscrivent quand même dans un contexte un peu actuel, et je pense que ce serait intéressant de mettre les deux en parallèle, tout en en racontant des choses un peu plus perso. T'aurais un exemple ou pas ? D'expérience. Par exemple, là, d'histoire ou même de choses que t'aimerais relier comme tu dis, en fait, ça rentre dans un certain contexte. À nouveau, comme tu veux, si t'as envie d'en parler, puisque là, c'est vraiment un projet qui n'est pas encore forcément hyper abouti, mais qui, pour exemple, nous donner une illustration un peu de ce que ça pourrait être comme type de... En fait, je pense que c'est pas tellement une anecdote ou une expérience en particulier. En fait, peut-être ce à quoi je pense, ça va être vraiment... je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société où on a comme modèle le couple, et malgré tout, comme on grandit un peu avec ce modèle-là, je pense que j'ai un peu développé une angoisse autour de ça, où j'ai du mal à... là, je parle de moi, avoir un truc un peu relâché par rapport à ça. En fait, ça dépend vraiment. Il y a des moments où du coup, j'arrive vraiment à pas réfléchir et à juste me lancer dans un truc et me dire, bon, bah, on verra ce que ça devient. Mais malgré tout, c'est compliqué, je trouve, de se détacher un peu de cette injonction et de ce modèle où on nous dit, bah, en fait, voilà, en plus, bah, voilà, quart de siècle, on a 25 ans, on se dit, bon, bah, oulala, si on veut commencer une famille... avant. Mais non, mais attends, mais moi, j'ai été une Catherinette à mon travail, tu rigoles ou quoi? En plus, quand j'ai dit à tout le monde, mais vous savez que c'est pas du tout féministe, les Catherinettes, tout le monde était là, bon, non, mais on s'en fout, on veut juste faire un joli chapeau. Et c'est vrai que j'ai eu un super chapeau avec plein de plumes et Beyoncé au-dessus. Non, mais ouais. Mais du coup, comme toutes mes collègues savent que je suis tout le temps en manif et tout, elles ont cherché sur mon Facebook toutes les photos de mes manifs, et elles m'ont fait un chapeau que avec ça, et genre que des trucs girl power, et genre bon, voilà, on l'interprète comme on veut, mais après, voilà, c'était super marrant, et je pense qu'on a, même si la fête de base est pas du tout et assez dégradante pour la femme, on a réussi à en faire un truc plutôt sympa, donc après je me dis bon, voilà, on peut pas tout le temps être sur tous les fronts, et bon, faut pas non plus... mais c'est quelque chose qui peut peser, en tout cas. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Mais ouais, et du coup, c'est clair que ça pèse, et c'est vrai que je pense que malgré tout, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quand on cherche quelque chose de sérieux ou pas, on a du mal à sortir de cette injonction, où du coup, on se met vachement la pression en disant, putain, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me vois construire quelque chose ou pas? Ou alors, c'est pas la bonne personne, mais en même temps, est-ce que j'ai du temps à perdre avec quelqu'un comme ça? Ou du coup, quand on sent que vraiment, il y a quelqu'un qui nous plaît vraiment, on va peut-être avoir tendance à justement en faire trop, et à pas du tout être détendu de ce côté-là. Et puis en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper... ça dépend vraiment des situations. Et à la fois... Mais c'est quoi le schéma auquel t'aspires, toi ? Bah, je sais, franchement, c'est... Peut-être après ça changera, je te pose la question maintenant, mais... Bah, en vrai, je pense que j'ai quand même envie de, à terme, là, pas forcément tout de suite, mais de rencontrer quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a quelque chose qui match. Après, moi, j'ai pas du tout l'idée de me dire, bon, bah, je rencontre quelqu'un et je vais finir ma vie avec. Je crois pas trop en ça, parce que je me dis, comment est-ce qu'on fait déjà pour rester longtemps avec quelqu'un sans se faire chier? C'est peut-être un peu... Après, comme ton radical. schéma familial... Oui, c'est ça, parce qu'après, moi, voilà, mes parents sont séparés et tout, et je me dis, putain, mais ils sont quand même restés presque 30 ans ensemble, je trouve ça assez fou. Mais je sais pas, en fait, moi, j'aimerais bien... voilà, est-ce que je veux avoir des enfants? Ça, c'est des questions que je me pose de plus en plus aussi, parce que c'est vrai que finalement, en grandissant, je me suis jamais demandé est-ce que j'ai envie d'en avoir ou pas, si j'en aurais. Et aujourd'hui, j'ai le luxe, en fait, de pouvoir me poser la question. Donc, c'est vrai qu'on... Et c'est un problème aussi, pour toutes les filles qui veulent pas avoir d'enfants, à chaque fois on leur dit ah mais vous voulez pas avoir d'enfants parce que vous êtes super égoïste, parce que voilà, mais de toute façon vous allez changer d'avis et tout. C'était un devoir. Voilà, comme si c'était un devoir, et au final on demande pas aux gens pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir des enfants, mais c'est vachement plus égoïste de vouloir avoir des enfants que de pas vouloir en avoir, parce que mais bon, du coup moi je suis un peu dans ces questionnements, même si je pense que voilà, quand même j'ai eu une famille tellement dans laquelle je me suis épanouie, dans laquelle je me sentais heureuse, que j'ai envie d'avoir ça aussi pour moi, donc vraiment ce serait pourquoi pas.
Après, voilà, je trouve que le modèle basique du couple, c'est pas forcément ce à quoi moi j'aspire, parce que je pense que ça convient pas forcément à tout le monde. Donc là, j'écoute pas mal de choses sur le polyamour, donc moi je sais pas du tout si je suis là-dedans ou pas, mais déjà je trouve que c'est intéressant qu'on commence à en parler et qu'on commence à voir qu'il n'y a pas juste le truc mariage, machin, repas de famille le dimanche et on va au golf. Non, personne va au golf le samedi, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais je sais pas, l'activité dominicale. Non, mais surtout hier, oh là là, j'étais telle une bobo, j'étais au Biocop à côté de chez moi. Déjà, il y avait un quart d'heure de queue et il y avait un couple devant moi dont la nana était enceinte jusqu'aux dents et le mec donc portait leur enfant qui s'appelait Aristide. Il arrêtait pas de pleurer et il voulait juste manger le yaourt qu'elle avait dans ses mains et tout. Et du coup, j'ai vu ce moment-là et je me dis putain, mais c'est l'angoisse en fait. T'es là, genre t'as ton gosse dans les bras qui arrête pas de chialer, toi t'as genre 15 kilos dans le bide, tu sais pas quoi en faire et tout. Enfin, je sais pas, je me suis dit oulala, mais est-ce que j'ai envie d'être comme ça un jour et tout. Enfin, je sais pas. Après, il y a forcément des moments plus ou moins sympathique. Oui, non, mais là, c'est clair que... là, tu n'as peut-être pas vu une meilleure image de cette famille. Ah ouais. Mais dans tous les cas, oui. Enfin, que ce soit même le mariage ou même l'engagement, enfin, peu importe, dans quelque chose d'exclusif, même le polyamour ou quoi, il y a toujours des inconvénients, quoi qu'il en soit. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. En fait, là, je pense que ça dépend vraiment de la personne qu'on rencontre. Enfin, il y a des gens avec qui l'exclusivité, ça paraît évident et on n'a pas envie, en fait. Et il y a des gens avec qui ça l'est moins. Donc, je pense qu'il faut pas... En fait, je pense que c'est compliqué d'aspirer à un modèle. Je pense qu'il faut vraiment plutôt voir quelque chose autour de la rencontre et de ce que... de la relation qu'on a avec la personne, en fait. Parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas un couple, il y a autant de couples qu'il y a de personnes qui sont ensemble, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu... parce que même, je trouve que les gens sont très... Bon, je sais pas si ça dit, mais très jugeants, enfin, tu vois, sur... où ils vont beaucoup se comparer en disant ah mais vous faites ça, mais nous on fait ça comme ça et tout, machin, enfin même je sais pas, sur le nombre de rapports sexuels que tu dois avoir par semaine ou pas, ah là là mais vous faites l'amour 50 fois par semaine mais vous êtes des gros porcs, ah mais nous on le fait 0 fois, on le fait une fois par mois. Non mais voilà, c'est ça, je sais pas, je pense que en fait il faut juste laisser tranquille mutuellement et faire vraiment ça au feeling, quoi. Donc après je pense que c'est important de se renseigner, de voir tout ce qui est possible et après vraiment décider et faire quelque chose dont on a envie et pas juste quelque chose parce qu'on a l'impression qu'on doit le faire comme ça, en fait. Et c'est une bonne définition de toutes les questions qu'un quart de siècle peut se poser. Je laisserai mon numéro à la fin du podcast pour tous les gens intéressés. Voilà. Si vous avez des bon questions, courage. N'hésitez pas d'appeler Laura Olivier-Rich. Voilà, tout conseil, amour, sexo, cœur, voilà, je réponds sur Skyrock tous les soirs à 00h30. N'hésitez pas, je m'appelle Marjorie. La Gazette, la rubrique voilà, c'est ça. du love. La Gazette, on m'appelle le Manitou du love, donc n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Bon, en tout cas, oui, non mais c'est hyper intéressant en tout cas tous ces sujets et je pense que le fait qu'on soit quand même aussi assez proches permet aussi de parler de tout ça, et ce qui est, je pense, quand même très intéressant d'évoquer, puisque on va pas être hypocrite, quand même tout le monde se pose ce genre de questions, et puis tout ce que tu as pu dire en fait depuis le début, aussi bien sur le rapport au corps, le rapport au couple, le rapport au travail, donc franchement merci Laura. Merci. De t'être livrée quand même. Oui, c'est vrai. J'ai pas trop c'est mon côté italien, j'ai pas trop de mal à parler en général, ça va. Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir invitée et je trouve que c'est vraiment un projet, je te le dis parce que t'es en face de moi, mais un projet trop bien. En plus, moi qui suis fan numéro 1 de podcast, je suis trop heureuse de faire mon premier podcast avec toi. Donc, moi, je suis plus que ravie que t'aies été là. Voilà. Donc, sur tous ces compliments, on va s'arrêter et je te laisse filer la danse à nouveau. Voilà. Mais encore merci Laura. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc cette fois-ci, l'illustratrice de cet épisode n'est autre que l'invitée elle-même. C'est donc Laura qui a réalisé son autoportrait.
En tant qu'illustratrice, cela me paraissait évident et je te remercie encore beaucoup Laura, en plus de t'être donc livrée, d'avoir réalisé tes illustrations pour cet épisode. C'est également Laura qui avait illustré le portrait du tout premier épisode, si vous l'avez pas déjà écouté, donc avec Émilie Joannides qui est danseuse à l'Opéra de Paris. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quart de Siècle.